avocat, c'est une profession, mais aussi une vocation. À chaque fois qu'on agit dans un dossier ou même en dehors, comme dans la vie privée, comme tu as dit, si on se bat dans la rue ou même si un avocat qui maltraite sa femme, il passe au tribunal, c'est presque sûr à 100% qu'il sera radié du barreau, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une certaine probité, et c'est un manquement à l'honneur des avocats qui est assez fort. C'est un métier qui a un impact sur le reste de votre vie privée. Sur la vie privée, oui. Et justement, ça me fait une belle transition. Niveau charge de travail et niveau horaire, c'est quoi Est-ce qu'on a une vie privée? Antonin a des choses à dire, je crois. Est-ce qu'il y a une vie privée, ouais, c'est ça? C'est un peu gêné. Là aussi, c'est un point un peu particulier, surtout quand le statut de l'avocat collaborateur, vous l'aurez compris, c'est un statut qui est assez particulier. Et la charge de travail, on va pas se le mentir, est assez conséquente, surtout les 3 premières années où on est censé apprendre le métier. Donc tout va nous prendre du temps, même rédiger un mail, étant donné qu'on est face à un certain nombre de règles déontologiques, donc, mais qui peuvent aussi engager notre responsabilité en tant qu'avocat. Il faut qu'on fasse attention à tous les mots qu'on utilise. On peut pas dire à un client vous avez 100% de chance de succès dans cette affaire, vous inquiétez pas, vous allez gagner. Parce que s'il perd, il pourra éventuellement se retourner contre nous. Vous nous avez promis que vous allez nous le défendre et qu'on allait gagner, mais finalement ça n'a pas été le cas. Parce que donc, tout ce que tu écris par mail peut être... Tout ce qu'on écrit par mail, c'est une trace écrite, donc forcément ça peut être utilisé contre nous. Donc tout nous prend du temps parce qu'on ne connaît pas le métier. Quand on sort de l'école d'avocat, on ne connaît pas du tout le métier. Il faut qu'on apprenne tout, même à rédiger une assignation ou des conclusions, passer un coup de téléphone au tribunal. On ne sait pas forcément comment s'adresser à un greffier ou à un magistrat, donc ça aussi, ça s'apprend. Et étant donné que tout nous prend du temps, les journées sont longues. Moi, je peux vous donner un exemple, surtout pendant mon dernier stage final, parce que j'étais dans une grosse structure aussi, comme Daniel. Je commençais à 9h et après, je ne savais pas à quelle heure je terminais. Ça pouvait aller jusqu'à 1h ou 2h du matin. Quand j'avais une journée normale, on peut dire que je terminais vers 21h, 22h. Et sinon, ça pouvait aller plus loin. Qu'est-ce qui te prenait autant de temps pour finir à 22h en fait? Qu'est-ce que tu devais faire après 19h? Et c'était des recherches qui duraient longtemps. Et surtout, que quand on ne trouve pas la solution, c'est pas une raison pour partir. On peut dire à notre associé, j'ai pas trouvé de réponse à votre recherche. Il va vous dire, c'est que vous n'avez pas assez cherché, sans doute. Donc, il va falloir continuer de chercher. Il suffit qu'on ait des délais très courts où le client nous a demandé impérativement, dans mon cas, par exemple, de rédiger un protocole de conciliation qui est bien spécifique aux procédures collectives. Et je sais pas, il a envie de partir en vacances la semaine prochaine, il veut que ça soit réglé avant, donc il va falloir le faire. On est jeudi soir, il va falloir le faire une partie de la nuit et le lendemain matin. Donc en fait, on est tenu par les délais du client d'une part, mais on est aussi tenu par les délais que nous impose notre associé. Notre premier client, j'ai envie de dire, quand on est avocat collaborateur, c'est notre associé, puisque c'est lui qui va vraiment nous faire retomber sa pression, la pression qui tient du client, et nous porter ses exigences qui ne viennent pas principalement du client, puisqu'on n'est pas en contact direct avec lui. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une période assez spécifique de l'année. Je suis en plein dedans jusqu'au cou. C'est la période fiscale, donc la période des déclarations. On doit préparer plusieurs milliers de déclarations, donc sur des profils assez divers, des personnes, comme je vous ai dit, qui viennent des 4 coins du globe. Et donc, c'est vrai que c'est assez chronophage. Moi, là, en ce moment, je travaille 6 jours sur 7. Donc, on est samedi, là, et Daniel était au bureau ce matin. Voilà. Et donc, à 9h, j'ai pris mon café, comme d'habitude. Mais en fait, ça apporte un peu de sel aussi à ce métier, c'est que j'ai pas l'impression de faire tous les jours la même chose. Dans la même matière, il y a toujours une petite spécificité qui ressort, et donc on apprend énormément. L'année dernière, j'ai préparé 150 déclarations à peu près pendant mon stage final. Donc là, j'ai été embauché en tant que collaborateur libéral dans ce cabinet où j'ai fait mon stage final. C'est vrai que je savais un peu à quoi m'attendre, donc je commence à 9h, je termine à peu près vers minuit en ce moment, un peu plus parfois. C'est pas pour dégoûter les personnes qui vont nous écouter dans ce podcast, mais là je lutte avec la pression de mes supérieurs. C'est une course de fond. Je lutte avec moi-même parce qu'il y a la fatigue, il y a le stress. Tu dois courir partout toute la journée, tu dois avoir en tête plusieurs dossiers. Comme je t'ai dit, moi j'en ai traité 150 l'année dernière. J'en touchais à 5 ou 6 par jour de temps en temps. Il fallait jongler entre les dossiers. Et c'est vrai que ça te permet aussi de tester un peu tes limites. Là, je suis pas dans le rouge, mais... C'est vrai qu'il reste 1 mois et demi et je me dis que je regrette pas d'avoir fait ce choix. Dit-il avec une larme sur la joue. Mais parfois. Mais en fait, le droit, c'est que de la théorie. Parce que même quand on te dit, oui, voilà, tu as fait de la pratique, tu as été dans un stage, la plupart du temps, les stages, c'est des recherches ou de la rédaction d'actes. On t'envoie pas en stage dire, bon, allez, plaide devant le juge. Allez, d'un coup. Non. C'est vrai que, pour d'autres personnes
Et je parle pas encore des personnes qui ont fait des études sur des métiers manuels, mais d'autres personnes même qui ont continué sur des études assez théoriques, ils ont peut-être cette formation qui est un peu plus pratique que la nôtre. Et c'est pour ça qu'en quittant l'école, franchement, moi j'avais un peu peur. Je me disais, bon, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire derrière? Justement, c'est une bonne question que je voulais vous poser. Si ça marche pas, qu'est-ce que vous pouvez faire derrière? C'est quoi la suite pour un avocat ou l'alternative? Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a fait des études quand même qui nous ouvrent pas mal de portes. Quand on a le diplôme d'avocat, on peut aussi prétendre à exercer dans d'autres professions, notamment juriste d'entreprise. C'est quoi? Et juriste d'entreprise, c'est un salarié, il n'est pas en profession libérale, et il exerce dans une société. Généralement, en fait, c'est celui qui va s'occuper de vérifier si les contrats sont conformes avec la législation, les contrats de la société sont conformes avec la législation, mais aussi c'est celui qui va rédiger les contrats. Il va faire un certain nombre de veilles juridiques pour voir si la société, de manière générale, suit les règles législatives. De temps en temps, le juriste peut être juriste contentieux, donc en fait, il va un peu mâcher le travail aux avocats. Il va faire le filtre dans les dossiers contentieux quand ils ont une coloration pré-contentieuse. Donc, on n'est pas encore dans le conflit, ça sent un peu mauvais, quoi. Donc, il va gérer ça et ensuite, il va passer la main aux avocats quand vraiment ça passera devant le tribunal. Parce que le juriste n'a pas le droit d'exercer, ne peut pas plaider. Le juriste n'est pas avocat, donc il peut pas porter la robe, il peut pas plaider, et il y a un certain nombre d'actes qu'il n'est pas en mesure de faire en tant que juriste. Parce que c'est le monopole de l'avocat qui, lui, est indépendant. Parce que tu ne peux pas défendre objectivement les intérêts d'une entreprise pour laquelle tu travailles. Parce qu'au final, il y a un lien de subordination entre ton employeur et toi. Un avocat, normalement, doit pouvoir mettre dans ses conclusions ce qu'il veut, ou presque. Même s'il peut un peu édulcorer pour ne pas froisser son client. Parfois, on sait que la personne est en tort, mais on la défend quand même, parce qu'il faut bien que cette personne soit défendue. Tout le monde a droit à une défense, ou à la défense de ses intérêts. Je parle pas que du pénal, là. Je parle vraiment dans le cadre général. Dès lors que vous êtes extrêmement lié avec cette personne, ou même que vous lui êtes subordonné, vous n'avez plus cette liberté de ton qui, normalement, est l'apanage de l'avocat. C'est l'une des règles déontologiques les plus importantes, et ça fait carrément partie du serment d'avocat. Et pour être juriste, il n'y a pas besoin de suivre l'école du barreau, c'est ça? C'est recommandé, c'est ça? C'est pas obligatoire, c'est recommandé, sachant que beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises préfèrent engager des juristes qui ont passé le barreau parce que c'est quand même un gage de sérieux et on sait qu'on a affaire à des gens qui maîtrisent le droit, puisque pour passer le barreau, il y a un certain nombre de matières qui sont considérées comme le socle de droit, le socle juridique, et donc quand on a réussi cet examen, on considère qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise quand même un minimum le droit. Quand tu parles du barreau, c'est exclusivement le barreau de Paris ou tous les autres barreaux? C'est le barreau en général, et d'ailleurs quand on dit on passe le barreau, ça veut un peu rien dire en fait. On passe un examen d'entrée à un centre de formation qui est l'école d'avocat en fait. Et vous pouvez changer de barreau comme un prof va être muté d'une académie à une autre? Oui, il faut candidater au sein de l'autre barreau, et ensuite c'est entre les deux barreaux où il y a quand même une discussion. Alors du coup, pour les gens qui aimeraient peut-être se diriger vers cette filière-là, comment est le marché du travail aujourd'hui dans les cabinets d'avocats ou dans les métiers qui concernent les avocats? Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés? Est-ce que c'est quelque chose où on trouve du travail très facilement? Est-ce que ça marche beaucoup au réseau? Ça dépend énormément de la matière. Il est reconnu que les pénalistes s'en sortent difficilement, surtout au début, parce que dès le début, il faut se battre. Personne ne vous connaît, vous n'avez pas de nom. Souvent, vous n'êtes pas pris pour la formation des commis d'office. Donc, vous n'avez même pas ça pour avoir quand même quelques dossiers qui certainement vont entrer dans l'année. Mais il y a d'autres métiers qui sont extrêmement liés aussi à d'environnement économique. Par exemple, Antonin qui est en procédure collective, j'ai pas envie de dire que la crise pour lui c'est du pain béni, mais c'est comme les divorces pour l'avocat. Voilà, plus ça va mal et mieux ça va mal. Plus ça va mal et plus Antonin a le sourire. Okay. Moi, par exemple, c'est un peu l'inverse. C'est moins il y a d'incertitudes économiques en France, et plus les gens voudront venir et donc nous solliciter pour dire voilà comment est-ce que je déclare, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour avoir des investissements qui ne seront pas trop taxés. Et c'est vraiment, en fait, ça dépend de votre matière. Après, en règle générale, on va dire que les domaines en droit des affaires, donc la fiscalité, le contentieux commercial, les procédures collectives, le corporate, donc le droit des affaires pures, sont des branches qui sont relativement bouchées, peut-être moins en fiscalité, je pense. C'est assez compliqué en tout cas en ce moment il n'y a pas des dizaines d'offres tous les jours, surtout au barreau de Paris qui est le plus important de France, mais c'est là aussi qu'il y a les plus gros cabinets. Après on n'en a pas trop parlé, on est en train de vous dire que les horaires sont très importants, que c'est très dur les premières années, mais on pense pas aussi aux avocats qui sont généralistes en fait, comme les médecins généralistes qui pratiquent un peu de tout, et là c'est des horaires qui sont beaucoup plus normales, on peut très bien concilier la vie privée et la vie professionnelle, hein. Je connais des
avocats collaborateurs donc qui ont mon âge, qui ont prêté serment à peu près en même temps que moi et qui terminent sans problème à 19h le soir. Donc voilà, faut aussi parler de ça. Et dans ces domaines-là, donc généralistes, les offres sont beaucoup plus récurrentes et c'est beaucoup moins bouché puisque on a affaire à des gens qui sont formés pour tout en fait. C'est des petites structures avec des affaires vraiment qui vont du divorce à Madame Michu qui est tombée dans les escaliers parce que la femme de ménage a mis trop de cire. Enfin, ça peut vraiment être de tout. On a des affaires moins importantes, plus récurrentes et du coup une plus grande un marché de l'emploi qui est plus ouvert pour ce type de structure-là. Est-ce qu'avocat, c'est un métier qui est bien payé? Je pense que ça intéresse aussi les gens dans leur choix. Comment ça marche d'ailleurs la rémunération d'un avocat? On en parle au moment où on signe le contrat de collaboration. Et donc, vu que je fais de la fiscalité, faut dire, c'est pas un mythe, on gagne beaucoup mieux notre vie que d'autres avocats. Comme j'ai dit, le pénaliste, malheureusement, il est vraiment lié au nombre d'affaires qui rentrent. Alors que moi, étant dans une grande structure, c'est un peu comme si j'étais dans une entreprise. Les dossiers s'amassent, ça vient tous les jours. Moi, je n'ai pas ce problème-là, mais moi, mon problème, c'est quand on nous dit oui voilà, vous pourrez développer votre clientèle à côté. Ça dépend énormément de la structure parce que dans une plus petite structure, vous avez plus de responsabilités. Tu peux développer ta clientèle. Alors que moi, là, déjà juste en m'occupant des dossiers du cabinet, je travaille à 35 heures x 2 dans la semaine presque. Mais ça, c'est encore une fois une période exceptionnelle. Sinon, dans l'année, je quitte à entre 19 et 20 heures sans souci, quoi. 9h, 19h, 9h, 20h. Mais là, la période fiscale, on fait presque que ça. C'est à peu près 13-14 heures par jour. Parce qu'on entend beaucoup le métier d'avocat placé à peu près au même niveau que le métier de médecin. Lorsqu'on est jeune et qu'on nous parle des filières un peu d'excellence ou élitistes, les parents sont assez rassurés lorsqu'ils parlent d'avocat ou de médecin. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué dans la réalité en ce moment. Est-ce qu'un avocat a quand même une situation socio-économique qui est peut-être meilleure que la moyenne en France, non? Si on parle de moyenne, oui. Après, je pense que c'est un métier où il y a parmi la plus grande diversité en termes de rémunération. Daniel le disait tout à l'heure, un avocat pénaliste qui débute son activité. Alors je vous parle pas de celui qui pose sa plaque, c'est-à-dire qui ouvre son cabinet où là c'est extrêmement compliqué. Il peut gagner 200 € un mois comme 2000 € le mois prochain. Donc c'est un entrepreneur quoi. C'est un entrepreneur et surtout quand on fait du pénal et qu'on débute dans le pénal, on va défendre des vendeurs de drogue mais pas le caïd à la Tony Montana, le petit vendeur de drogue en bas de l'immeuble. Donc malheureusement quand on est avocat pénaliste, la rémunération est très vacillante et même quand on est avocat collaborateur dans un cabinet pénaliste, quand on débute, après il y a des grands noms bien sûr, on va être plutôt bien payé, mais c'est pas rare d'être payé au SMIC en tant qu'avocat collaborateur pénaliste. Après, généralement, quand on intègre une structure comme Daniel ou même comme moi en tant qu'avocat collaborateur en droit des affaires, on a une rémunération qui est plutôt bonne, puisque en plus, le barreau de Paris fixe, enfin en fait c'est pas le barreau de Paris, c'est l'Union des jeunes avocats, c'est une association qui fixe en fait une rémunération de base qui est fortement conseillée et qui doit être appliquée par les cabinets. Donc ils sont pas obligés de l'appliquer, mais c'est fortement conseillé pour eux. Et donc on appelle ça le tarif UJA. Et donc quand un cabinet recrute un collaborateur, la plupart du temps, ils vont respecter au minima ce tarif, voire un peu plus. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous aimez dans ce métier, ce qui vous plaît, ce qui vous manque aussi. Ce qui vous fait rester avocat aussi. Ou pas. Pourquoi est-ce que tu restes? Non, plus sérieusement, franchement, moi, ce qui me manque, c'est le contentieux. Parce qu'on en a fait à l'école et tout un peu, on a quelques petits cas pratiques où, par exemple, on a eu des séances de plaidoirie à l'EDAC, qui est l'école des avocats de Versailles. Et donc, c'est vrai qu'au début, moi, je n'avais pas cette perspective et c'est pour ça que je me suis mis en fiscalité. Je me suis dit, bon, de toute façon, fiscalité, c'est du conseil. Moi, j'aurai mon dossier dans mon bureau, je verrai mon client, mais je ne plaiderai pas. Et sur le coup, ça ne m'intéressait pas au début quand je préparais. Et à force de plaider à l'école, j'ai un peu pris goût. Et je me suis dit, bon, c'est sympa quand même de faire vivre un dossier, d'en parler. Et surtout, on a tous nos petits camarades qui nous regardent. On a le prof, qui est lui-même un avocat expérimenté. Et de temps en temps, il ramène un procureur, un magistrat ou un avocat qui nous écoute et qui ensuite va nous dire, bon, voilà, il faudrait améliorer ça dans ta posture, ta voix. Attention, cet argument, c'était pas vraiment porteur. Tu aurais peut-être pu juste l'évoquer, ensuite passer à cette partie qui était la plus importante. J'ai fait mon stage PPI. Donc pendant la période... pendant le barreau, c'est ça? Voilà, la période d'école des avocats se décompose de trois parties. La première, c'est la formation théorique, les cours, comme si on était à la fac. La deuxième, c'est le PPI, c'est-à-dire le stage dans une entité qui est autre qu'un cabinet d'avocats, pour qu'on puisse voir quand même comment ça se passe dans d'autres structures et parfois même au dernier moment changer d'avis et se dire bon en fait ça me plaît tellement que je voudrais pas être avocat, je voudrais faire ça. Et ensuite quand même 6 mois dans un cabinet d'avocats pour vraiment voir si la pratique nous convient.
Et moi, mes 6 mois de stage hors cabinet d'avocat, je les ai passés à la Cour administrative d'appel de Versailles, dans une chambre spécialisée en fiscalité. Mais je voyais quand même les avocats en train de plaider, faire vivre un dossier, comme j'ai dit. Et c'est vrai que ça m'a plutôt plu. J'étais là, avec mes petites mains, à rédiger des projets d'arrêt pour les magistrats. Donc, je regardais ce que disaient les avocats des deux parties, quels étaient les arguments qui avaient un fondement juridique, et ensuite même, parfois, faire sortir le fondement juridique qui aurait été exact et que eux, peut-être, n'auraient pas vu. Et c'est vrai que ce débat d'idées, cette joute un peu, comme j'avais dit tout à l'heure, chevaleresque, c'est vrai que ça me manque un peu. Je me dis que c'est assez intéressant comme exercice où on se confronte un peu avec une autre personne. Bah moi, c'est justement ce qui me fait rester, c'est quand on est avocat en contentieux, c'est vraiment cette idée de toujours vouloir avoir raison et de pas se cantonner à ce que va dire le client ou va dire notre adversaire. Donc c'est toujours trouver des arguments, et en soi je trouve que c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Ça passe par des recherches, mais ça passe aussi par nos connaissances théoriques de base qui vont faire que on va mettre en place une stratégie plutôt qu'une autre. Donc c'est énormément de réflexion, un peu comme une partie d'échecs où on va essayer d'anticiper les coups de l'adversaire. Donc c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Mais au-delà de ça, ce qui me pose un peu problème dans cette profession aussi, c'est le temps qu'on consacre à cette profession. Et malheureusement, pour perdurer là-dedans, en tout cas en tant qu'avocat collaborateur les premières années, il faut forcément être un peu passionné, ou en tout cas ne pas avoir peur de mettre un peu de côté sa vie privée les premières années. Dans ce type de structure, bien sûr. Hein, c'est que les premières années, du coup ? Généralement, c'est que les premières années, puisque comme je vous l'ai dit, c'est là où on met du temps à tout faire. Donc tout nous prend du temps, et nos journées sont forcément beaucoup plus importantes que quand on est avocat de 5-6 ans. Donc on est toujours avocat collaborateur, mais rédiger un mail nous prendra 30 minutes au lieu de 2 heures, et on sera beaucoup plus sûr de ce qu'on fait, donc forcément on passera moins de temps à faire les choses. Qu'est-ce que vous diriez à un lycéen maintenant qui veut s'orienter vers le droit, ou à un étudiant dans ses premières années de droit? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, que ce soit sur l'orientation, et sur les stages aussi, sur les stages, sur d'autres compétences à développer? Je ne sais même pas si vous avez fait exprès, parce qu'on a vraiment deux profils, c'est même pas opposés, mais vraiment très différents. Et j'espère au moins que les personnes qui vont nous écouter vont se rendre compte qu'il n'y a pas un métier du droit, mais des métiers du droit. Et ensuite, il n'y a pas un métier d'avocat, mais des métiers d'avocat. J'espère qu'on a pu mettre un point d'honneur sur cette question. Et en fait, j'ai envie de dire que tout est à la main du lycéen. Il fait le métier qu'il veut. Et c'est là où il faut être un peu proactif, et c'est ce qui fait peur aussi. Chaque petit choix peut avoir un impact après. Le choix des matières, carrément. Là, on se dit, bon, allez, je vais prendre telle matière parce que le prof, apparemment, il est plutôt cool, il est plutôt sympa et il note bien. Est-ce que tu te spécialises déjà dans les matières que tu prends, ça? Ça se joue dès la première année, où tu pars avec un certain handicap. Si, par exemple, en 3e année, tu te dis, bon, en fait, j'aurais bien voulu faire du pénal, alors que les 2 premières années, tu n'as pas pris les petites matières en pénal. Donc, tu as quelqu'un qui s'est formé sur le long terme, et toi, tu vas venir, et d'un coup, tu vas te mettre dans cette matière sans vraiment avoir les connaissances de base, et il va falloir que tu travailles beaucoup plus. Et après, ce qui ressort aussi, quand même, de ce qu'on dit, c'est la valeur du travail. Je vais pas mentir à quelqu'un, qu'il fasse du droit ou un autre choix, il va devoir beaucoup travailler. C'est ce qu'on disait aussi à Ambition Campus, à l'époque, quand j'y étais, il y avait Samir, je crois, qui disait, bon les gars, de toute façon moi je veux dire, je connais 3 mots, travail. Et c'est vrai que c'est ça. C'est pas tricher quoi. Non, mais on va en venir aussi aux questions des réseaux ou pas. C'est au final, sur le long terme, personne ne peut tricher. Parce que ça, quelqu'un qui est pistonné, pour rentrer, ok, y a pas de souci, mais pour durer, il faut que tu prouves qu'au final tu travailles. Donc c'est vrai que ça te facilite les choses, mais les portes se referment très très vite derrière aussi. S'il y avait un métier facile, où on gagnait beaucoup d'argent, où on s'épanouissait, tout le monde l'aurait fait. Et donc c'est vraiment notre profil, notre vécu, notre expérience antérieure qui font que telle matière, tel travail nous convient mieux. Moi, dès le début, je voulais être avocat. Et après, pour l'instant, je ne me plains pas. Parce que bon, je travaille beaucoup, mais ça me plaît. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres profils, d'autres parcours qui se retrouvent aussi. Et il y a aussi des personnes qui ont exactement le même parcours que moi, qui ne se retrouvent pas et qui changent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intime et très lié à votre personnalité. Moi, si je pouvais donner un conseil, en tout cas pour les études de droit, et pour ceux qui veulent éventuellement devenir avocat, c'est de prendre son temps. J'avais déjà entendu une fois un avocat qui disait à des jeunes qui faisaient des études de droit, avant 30 ans, vous n'avez rien à faire dans le tribunal. Il faut prendre cette phrase un peu au sens figuré. Prenez votre temps. Essayez de faire des stages, même en dehors de ceux qui sont obligatoires au sein de la fac. Faites une année de césure entre votre Master 1 et votre Master 2. Partez à l'étranger, faites des stages à l'étranger, essayez de découvrir un peu plusieurs choses, de voir différents domaines du droit au sein de vos stages. Vous n'êtes pas obligé de faire des stages toujours dans le même domaine. Et ça, vraiment, ça vous donnera une idée globale de ce que vous avez envie de faire, le domaine dans lequel vous voulez pratiquer. Et vous aurez une certaine maturité qui, aux yeux d'un employeur, sera de toute manière appréciable. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort de ce que vous me dites depuis le début, c'est qu'il y a des choix très vastes qui sont disponibles et qu'il faut trouver un peu sa
sa voie à l'intérieur de ce domaine-là. Exact. Donc par exemple en faisant des stages dans des secteurs différents ou en picorant dans les matières qu'on nous propose à la fac, etc. Exactement. Ouais. C'est très clair. Eh bien, merci beaucoup Antonin, merci Daniel d'être venu. Merci. Et merci Mathilde et merci Khadija de m'avoir accompagné. On vous retrouve très prochainement dans Trace ta route. Bye bye. À bientôt. Ambition Campus.